Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui donne envie de s'exprimer, de prendre la parole ou la plume pour défendre ses idées, ses projets, ses convictions ou que sais-je encore. Je suis Anne-Claire Delval, ancienne journaliste, consultante en communication et en prise de parole. Je vous ouvre la voie pour oser, comme je le fais, dire ce que vous avez envie de partager au monde. C'est insolent ? Non, c'est pertinent. Alors, c'est reparti pour un tour. Vous écoutez la deuxième partie d'un hors-série consacré aux jeunes. J'avais depuis longtemps envie de leur offrir le micro d'Éclat de voix, et grâce à Madame Chen, professeure de français au lycée Josie Bartel de Mameur, mon rêve est devenu réalité. Avant de laisser la parole à la classe de deuxième, les aînés donc, qui ont environ 17-18 ans, pour qu'ils nous donnent leur point de vue, sont-ils ou non écoutés, entendus, et eux, osent-ils ou non se lancer pour prendre la parole? Mais avant toutes ces questions et leurs réponses, je voulais vous faire part de ça. Il y a quelques jours, j'ai découvert le podcast Pause d'Alexandre Mars, philanthrope et entrepreneur. Il recevait le 25 janvier dernier Stéphane de Groot, qui est comédien, auteur, réalisateur, écrivain belge, et que j'apprécie particulièrement, et dont, d'ailleurs, je jalouse la capacité à jongler avec les mots et la langue française. Et pourtant, écoutez bien la citation que je vais vous faire ici, quand il répond à Alexandre Mars lorsque celui-ci évoque l'insigne de chevalier de l'ordre des arts et des lettres reçu par Stéphane de Groot en 2015. Donc, Stéphane de Groot dit « Ce qui m'a particulièrement touché, c'est que le cancre belge, qui tout à coup est entre guillemets reconnu parce qu'il écrit des textes, alors que le cancre que j'étais jamais de ma vie n'aurait imaginé un jour pondre des textes qui soient reconnus et qui aient du succès, comme ça a été le cas à travers les émissions ou les bouquins. Et que la cerise sur le gâteau, c'est que la France, pays d'adoption professionnelle, me remet les insignes de chevalier des arts et lettres, alors que j'ai mis 1000 ans pour sortir de l'école. Je suis toujours pas sortie de l'école d'ailleurs. J'ai pas le brevet. Donc c'était le contraste entre ma qualité d'élève et de non-maîtrise de la langue française technique. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est qu'un attribut, je connais rien à la grammaire. Et à côté de ça, on me donne cet insigne des arts et des lettres. Vous l'aurez bien compris, être soi-disant mauvais en classe, et en l'occurrence en langue, ne laisse en rien présager d'échecs définitifs et cuisants. C'est le message que j'avais envie de vous passer à tous, et notamment aux jeunes qui nous écoutent. Savoir s'exprimer, s'affirmer même, s'acquiert à tout âge, par des biais très différents. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que 84% des personnes entre 18 et 34 ans sont nerveuses à l'idée de prendre la parole en public. Mais bonne nouvelle, ça baisse avec l'âge, puisqu'on arrive à peu près à 30% chez les plus de 45 ans. Mais franchement, est-ce qu'on est obligé d'attendre aussi longtemps pour se lancer? Mais non! Les jeunes, l'opportunité, c'est maintenant. Et dans cet épisode, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec moi aujourd'hui. Je voulais commencer par vous poser la question, qu'est-ce qui, d'après vous, rend difficile, vous, le fait de s'exprimer en public ou de partager vos opinions? Pour moi, c'est plutôt qui rend difficile, c'est la langue. Surtout, par exemple, en français, parfois, il me manque les mots ou j'oublie en fait ce que je veux dire et la personne en face, elle attend que je réponde et je cherche et rien ne vient. Et là, je commence un peu à paniquer et puis tout part complètement et le français, il est reculé sur le niveau de primaire et c'est rien qui marche. Je crois aussi souvent on connaît pas la personne en face, donc on sait pas comment elle va réagir. Et souvent je sais pas comment me comporter. Et oui, après je sais pas quoi dire en fait. C'est un peu difficile, je trouve, parfois. Je dirais aussi c'est des fois le public, peut-être aussi les adultes, parce qu'on ne sait pas comment eux ils vont réagir, puisqu'ils sont plus âgés, peut-être qu'ils ont une autre opinion, et on a peur en fait de se faire juger aussi du moment. Alors, est-ce que justement vous avez les uns ou les autres ressenti à un moment une situation où vous aviez envie de dire quelque chose, mais vous n'avez pas osé? Oui, surtout en école. Par exemple, on fait l'espagnol depuis l'année passée. Et là, en fait, souvent, je crois qu'on sait les réponses,
mais on a peur de s'exprimer parce qu'on connaît pas la langue. On n'a jamais parlé en fait espagnol et je trouve parfois, je sais que toute la classe sait la réponse, mais il y a personne qui répond parce qu'elle a peur en fait. Bah, je pense qu'aussi pour moi, c'est souvent parce que j'ose pas dire quelque chose, parce que j'ai peur que j'ai tort. Même si je pense savoir la réponse, c'est qu'à la fin, quand quelqu'un d'autre le dit, je sais que j'avais raison, j'ai quand même peur parce que j'ai pas envie que d'autres voient que j'avais pas raison, ou quelque chose comme ça. C'est surtout la peur de ne pas avoir raison, ou d'avoir une fausse opinion, ou quelque chose comme ça. C'est intéressant parce que quand je vous écoute depuis tout à l'heure, les quelques réponses qui ont été données, ça tourne autour de cette question de la peur du jugement des autres. Alors, on vous entend finalement, elle influence la manière dont vous allez parler. Et en quoi cette peur, elle vous bloque? Comment est-ce qu'elle peut aussi changer la façon dont vous allez dire quelque chose, cette peur? Moi, je pense aussi, par exemple, si on a peur d'être jugé par une autre personne, quand on dit notre opinion, on peut aussi avoir peur que l'autre personne elle va réagir d'une façon négative avec notre opinion. Donc, on a aussi peur de la partager. Et si, par exemple, une autre personne commence à parler, on peut même changer notre opinion pour qu'elle fonctionne avec celle de l'autre personne parce qu'on a juste... C'est en fait la peur du jugement, vraiment, comme vous l'avez dit avant. Je dirais aussi, en fait, on a peur que l'image qu'on donne aux autres et qui voit une autre face, peut-être, ou un autre côté de nous, qu'on veut pas peut-être donner aux autres. Et peut-être aussi qu'on a une autre réputation qu'on voudrait donner. Et que le récepteur, en fait, reçoit l'information d'une fausse manière. Mais alors, est-ce que ça veut dire que on met une sorte de masque alors? Parce que si je vous entends bien, l'une et l'autre, ça veut dire que on n'ose pas exprimer vraiment ce qu'on est à l'intérieur. Alors ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce qu'on affiche et ce qu'on est. En fait, je pense aussi qu'on est un peu sur la réserve, surtout dans le monde qu'on vit maintenant avec les réseaux sociaux, etc. Après moi en général je pense que c'est difficile parce que je pense que tout le monde a une sorte de masque à l'école et puis en privé parce que je pense qu'il faut avoir en fait un certain masque parce qu'on sait qu'on peut pas tout dire, on peut pas dire n'importe quoi et je pense que c'est ce qui bloque aussi beaucoup d'élèves. Là tu parles dans un cadre scolaire, mais est-ce que dans le cadre, tu disais aussi en privé, est-ce que c'est la même chose, vous avez le même ressenti? Parce que en vous écoutant on se dit mais alors où sont passées les émotions et l'authenticité, en fait, la vraie relation avec les autres? Je pense que sur les réseaux sociaux, on est plus anonyme, donc là, on a plus de confiance en soi pour exprimer ce qu'on veut vraiment dire, parce que là, les gens peuvent également commenter sur le commentaire qu'on a fait, et à la fin, on peut éteindre Instagram ou les réseaux sociaux et c'est tout bon. On peut continuer la vie comme toujours. Moi aussi, je pense qu'en privé aussi, on a une sorte de masque parce que je sais très bien que je peux pas forcément dire à mes parents mon vraie opinion, mes vraies pensées, parce que peut-être que ça partira peut-être en embrouille. Mais oui, je pense qu'en général, dans certaines situations et avec certaines personnes, on porte un masque justement pour, entre guillemets, se protéger. Et est-ce que, quand tu dis ça, tu as l'impression vraiment que tu te protèges ou est-ce que quelque part, il n'y a pas en toi quelque chose qui se dit soit je me sens un peu déchirée, soit ça bouillonne en moi parce que j'aimerais pouvoir dire ça à mes parents par exemple, et puis finalement, non, je reste avec ça, donc ça crée une sorte de frustration ou pas? Oui, bien sûr, ça crée une sorte de frustration, surtout parce que les parents, ils ont tendance à dire qu'ils savent mieux que nous, on doit les écouter, etc. Donc forcément, ça donne pas non plus envie de forcément dire son opinion, mais bon, je pense que ça après une chose qui arrive chez tout le monde. Oui, mais c'est intéressant d'en parler et de se dire, on est tous logés à la même enseigne, on a tous cette problématique de peur de dire à quelqu'un d'autre ce qu'on pense vraiment. Et ça, c'est intéressant de se rendre compte que, je t'assure, même en tant qu'adulte, on a la même chose, parce que dans l'autre, si on inverse la situation, pour moi, ça m'arrive aussi souvent de pas oser dire quelque chose à mes enfants parce que j'ai peur qu'ils ne comprennent pas. Et quand on se parle, il y a forcément un décalage parce qu'on vit pas les mêmes choses, on n'a pas le même âge. Moi, je trouve le contraire parce qu'avec mes parents, je trouve que c'est beaucoup plus facile de m'exprimer parce que je sais qu'ils vont toujours respecter mon opinion et ils me jugeront jamais. C'est vrai. Tant qu'il y a du respect, effectivement, on peut tout entendre. C'est vrai aussi. J'ai entendu quelqu'un parler des réseaux sociaux, donc je me dis qu'on peut déjà aborder cette thématique. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Est-ce que pour vous, ça rend les choses plus faciles, le fait de s'exprimer sur les réseaux sociaux? Je dirais oui, à cause de l'anonymité. Parce que les autres, ils savent pas qui on est. Donc, je peux m'exprimer comme je veux, sans que quelqu'un me juge. Et puis, comme Anouk l'avait dit, je peux éteindre les réseaux sociaux. Et après, personne sait qui je suis. Donc,
ils peuvent pas me juger en fait. Je peux dire mon opinion sans avoir peur. Moi, justement, je trouve que sur les réseaux, c'est même pire parce que, je pense il y a beaucoup d'harcèlement aussi sur les réseaux. Mais aussi, par exemple, quand on publie un commentaire, il y a tout le monde et n'importe qui peut y répondre et qui peut dire tout et n'importe quoi. Donc, oui et non. Donc, oui, certes, on est plus amis parce que sûrement on est beaucoup plus loin aussi niveau distance, etc. Mais après, la méchanceté et les mots qu'ils emploient, des fois, c'est quand même des choses qui restent gravées dans la mémoire, quoi. En fait, je trouve aussi on se cache derrière un écran, donc c'est beaucoup plus facile. Mais les commentaires, ils peuvent avoir un effet très néfaste sur la santé mentale, surtout des jeunes, parce que ça reste aussi, les commentaires aussi, on peut les supprimer, mais surtout les commentaires négatifs, on les laisse, parce qu'en fait, si on est dans un moment très loin de ce qu'on voulait être, en fait, on les regarde et ça empire en fait la situation. Oui, moi je suis du même avis, je pense que les réseaux sociaux, ça donne une sorte de liberté, mais parfois, à certains gens, ça donne trop de liberté parce qu'ils disent vraiment n'importe quoi. Ils disent des choses, ils ne pensent même pas à les autres personnes quand ils expriment leurs opinions sur différents sujets. Et aussi, bien sûr, à cause de cette liberté, on a aussi, bien sûr, les fake news. Les gens qui répondent des informations qui sont même pas correctes, et puis les gens qui les lisent et ils ne se demandent même pas est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. D'autres ont une opinion, quelque chose à dire sur cette question des réseaux sociaux. On passe à une autre question, si vous n'avez rien à ajouter. Alors, entre vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quels sont les obstacles que vous rencontrez pour échanger avec vous? À quel moment vous avez l'impression que vous êtes aussi bloqués entre vous les jeunes pour vous exprimer? Je pense que ça a été dit avant, mais surtout c'est la langue, je pense. Par exemple, moi, l'allemand, c'est une langue où moi je me sens pas très forte, et même entre jeunes, s'il y a une autre personne qui veut parler allemand avec moi, je bloque. Je n'ai pas les mots, je pense que ça a été dit tout au début. Et donc je pense que surtout aussi, pas juste avec les jeunes, mais ça bien sûr aussi avec les adultes, c'est la langue. C'est le plus grand problème, surtout au Luxembourg, quand on a des personnes qui parlent tellement de langues. Tu vas quelque part en ville, tu sais pas avec une autre personne, est-ce que je parle luxembourgeois, allemand, français, anglais, c'est difficile. Oui, merci d'avoir bien précisé au Luxembourg, parce que c'est quand même une particularité qu'on a dans ce pays. Si on va dans d'autres pays, tout le monde parlera la langue locale, enfin tout le monde, la majorité. C'est vrai qu'ici, on a cette façon de jongler avec les langues qui à la fois est riche, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, et aussi bloquante parce que, effectivement, il y a des langues dans lesquelles on va être plus ou moins à l'aise. Mais au-delà de la langue, est-ce qu'il y a d'autres choses qui fait que entre vous, parfois aussi, c'est difficile d'échanger? Moi, je trouve en fait que quand on parle entre jeunes, c'est plus facile en fait de communiquer parce qu'on a le même âge, on a à peu près les mêmes idées aussi. Donc pour moi aussi le même vocabulaire. Donc pour moi, souvent c'est plus facile de communiquer avec une personne qui a un peu mon âge qu'une personne âgée. J'ai un peu la même opinion que Fabio, mais je pense qu'il peut rendre aussi un peu les choses des fois difficiles, c'est que quand on connaît pas forcément la personne. Donc je trouve que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas les réactions qu'elle va avoir ou l'opinion qu'elle va porter sur un certain sujet. Donc je pense que c'est le seul truc qui pourrait peut-être rendre l'idée un peu plus difficile avec les jeunes. Entre vous, les dialogues. Je crois que comme Maria a dit, je crois que c'est aussi le jugement qui fait partie parce que tout le monde a un caractère différent. Donc si on dit des choses et que l'autre personne ne les comprend pas et après on se sent mal, je crois que c'est aussi ça. Donc en fait, vous aimeriez qu'on vive dans un monde où à chaque fois qu'on échange nos opinions, elles arrivent bien et qu'elles repartent bien vers nous. C'est ça, qu'on soit, comment est-ce que je vais dire, que la communication en fait soit assez fluide et facile. Mais finalement, c'est aussi ça. Tu viens de dire, on a tous des caractères différents. Donc forcément, on va pas pouvoir tous répondre ou recevoir les informations de la même manière. Mais quelque part, est-ce que c'est pas ça qui fait aussi la richesse de l'être humain? Je crois que c'est ça qui cause la diversité entre les êtres humains. Et d'un côté, c'est bien, parce que c'est bien qu'on ait tous une autre personne. Mais après, si cette personne ne partage vraiment pas la même opinion et l'autre personne n'a pas un caractère très fort, alors ça peut conduire à un sentiment mal. Oui, de frustration. Oui. Oui. Je trouve en fait c'est surtout la réaction des autres qui est difficile parce qu'on ne sait pas si l'autre personne va réagir de manière agressive ou non. C'est surtout ça, c'est pas si on a une autre opinion ou non, parce que c'est ça en fait qui fait aussi un dialogue, on ait d'autres opinions, etc. Mais c'est surtout la réaction, surtout l'agressivité peut-être aussi, ou les remarques blessantes qui font que...
Et alors, si on inverse les choses, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont eu des expériences positives qu'ils ont envie de partager à un moment où ils se sont dit, bah tiens, quand je parle de ça, ça a eu une influence sur quelqu'un, ou ça, j'ai eu l'impression que ça le touchait, ou c'était un moment de vrai échange, ou qu'il apprenait quelque chose. Surtout, je trouve qu'on a un truc en commun, comme par exemple un hobby ou un sport qu'on fait. Donc, quand on fait un sport en équipe, je trouve qu'on est dans une équipe, on se comprend mieux. Je crois que la communication est plus facile. Parce que comme j'avais dit, en fait, on a tous un truc en commun, tous on joue ensemble. Et je crois que c'est ça qui rend plus facile la communication aussi. Ça, je crois, où j'ai commencé avec le foot, je crois que ça a aussi facilité un peu la communication. Et ça, c'est intéressant. Je me permets de te reposer à toi une question plus spécifique. Est-ce que tu as l'impression que le fait de partager un terrain, de partager un but, qui est de gagner un match par exemple, et aussi d'avoir une même activité physique, c'est-à-dire où l'un dépend de l'autre, la manière dont l'un va courir, dont va passer la balle, etc. Est-ce que finalement, ça aide pas aussi à tisser des liens avec les autres? Oui, bien sûr. Parce qu'on a, en fait, on a tous la même passion. On aime tous jouer au sport. On aime tous jouer au foot. Et je crois que c'est, en fait, aussi quand on a des buts aussi. Et si on réussit de marquer aussi un but, je trouve que ça aussi, c'est positif aussi pour l'équipe parce que c'est en fait notre but de gagner aussi. Et je crois que si on gagne un match aussi, on est content. On est content collectivement. C'est pas qu'un n'est pas content et que l'autre est content, mais on est tous contents. Et je crois que c'est ça aussi oui, en fait, c'est un peu la définition du foot. Une autre chose, par exemple, pour moi, c'est quand on tient des présentations en classe, par exemple, et qu'on a fini la présentation et qu'on va s'asseoir et que, par exemple, on a des amis qui nous disent « Oui, t'as bien présenté, t'as bien parlé, j'ai bien aimé ». Les simples commentaires comme ça, c'est juste un commentaire qu'on dit rapidement, ça aide beaucoup et ça augmente beaucoup la confiance en soi. Et je pense que c'est toujours bien, par exemple. Parce que moi, par exemple, je value beaucoup les opinions de mes amis. Et si mes amis, elles me disent, oui, t'as bien présenté, t'as bien parlé, ça me rend toujours beaucoup plus heureuse. Et ça m'augmente la confiance en moi. Voilà. En fait, c'est des commentaires qui ne coûtent rien, mais qui ont des impacts très grands et très importants sur les personnes. C'est vrai. Déjà pour soi-même, s'auto-féliciter et puis féliciter toujours les autres, s'encourager. Donc ça donne plus de confiance, donc on a plus de facilité à parler. Alors, tu viens de parler justement de présentation en classe. Est-ce que vous avez l'impression qu'au lycée, ou que même depuis que vous êtes à l'école, il y a assez de programmes justement pour vous aider à développer vos compétences en communication et cette fameuse confiance dont tu as parlé à l'instant? Parce que il y a des choses qui sont peut-être plus faciles ou innées pour les uns, mais c'est plus difficile parfois pour les autres. Donc, est-ce que vous vous dites, ok, tout ce que j'ai vécu depuis que je suis rentrée à l'école me suffit, ou est-ce que je voudrais plus? Je trouve en fait les présentations aident beaucoup, surtout à s'exprimer et à exprimer devant un grand public. Mais il y en a beaucoup qui ont très peur et qui sont beaucoup stressés. Et eux, en fait, je trouve qu'on les aide pas assez. On leur dit simplement, ok, fais la présentation et si t'as pas bien parlé, bah t'as une note insuffisante par exemple. Mais là, il faudrait peut-être regarder plus dans les cas, plus en détail. Donc un peu plus d'accompagnement. Oui, je pense aussi qu'il devrait peut-être aussi un peu se focaliser sur ce que les élèves aient plus confiance en soi, parce que je pense quand on a confiance en soi, il y a beaucoup de choses qui viennent beaucoup plus facilement et beaucoup plus naturellement surtout. Et aussi en face de l'enseignant, on est plus à l'aise et forcément l'échange sera plus facile avec l'enseignant. Alors justement, comment est-ce que les adultes, même s'il y en a parmi vous des adultes en termes d'âge, mais comment est-ce que les plus âgés, si on peut dire ça comme ça, pourraient mieux soutenir, d'après vous, dans la prise de parole, dans vos prises de parole? Par exemple, dans l'école, peut-être les soutenir et leur parler en privé et leur dire, ok, tu peux améliorer ça et ça, et on va travailler ensemble dessus et pas simplement le laisser seul. Donc plus de one-to-one, enfin Oui. Encore une fois d'accompagnement de quelque chose un peu plus selon la personne. Oui, aussi quand ils nous donnent les notes en oral, par exemple, d'expliquer pourquoi on a eu cette note, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et pas juste donner la note et puis dire débrouille-toi, quoi. Et puis ici, par exemple, on a un thème de la présentation maintenant. Après une présentation, je serais aussi content qu'on n'ait pas que les commentaires négatifs, mais aussi les trucs qui étaient bons, où on peut travailler sur
sur ces points, parce que je trouve que si on dit que les trucs qu'on a perdu les points, je trouve que ça démotive un peu les gens. Et si on dit aussi les trucs, les commentaires positifs qu'on a fait bien, je crois que ça c'est une petite motivation aussi. Ouais, c'est ça, ça renforce la confiance en soi justement dans ce qu'on a pu faire de bien. Oui, comme il vient de dire maintenant, je pense que si on se focalise vraiment juste sur les commentaires négatifs, alors on pense vraiment juste aux aspects négatifs. On ne pense pas que oui, j'ai quand même fait ça et ça, je l'ai fait bien, mais on pense vraiment juste oui, ça c'était pas bien, je dois m'améliorer et ça aide personne. Ça aide même pas la confiance en soi et la prochaine présentation, on sera pas mieux. Et en dehors de l'école, purement des présentations, est-ce que vous avez l'impression que le monde dans lequel on vit, donc aussi les personnes qui vous entourent et qui ont plus d'expérience, vous soutiennent aussi dans vos prises de parole, et je dirais peut-être aussi dans vos prises de parole collectives? Est-ce que vous avez l'impression que votre opinion en tant que jeune, en tant que groupe jeune, est vraiment entendue ou non? Oui et non, je dirais, parce que je pense que il y a beaucoup de parents, par exemple, quand les enfants ils disent oui, je veux devenir footballeur, oui, je veux faire ci, je veux faire ça, là, ils ont souvent tendance à les remettre sur terre, entre guillemets, et puis à leur dire non, il faut choisir quelque chose de réaliste, etc. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi un peu la faute des parents, parce qu'il faudrait les encourager dans tout ce qu'ils veulent faire, parce que à la fin, c'est eux qui seront les fautifs si les enfants n'auront pas forcément atteint leur objectif ou leur rêve, forcément. Mais oui, forcément, il y a certains parents aussi qui l'acceptent, mais il y en a aussi qui ne l'acceptent pas. Est-ce qu'on pourrait alors parler d'une meilleure écoute, de prendre le temps d'écouter l'autre? Peut-être aussi de réfléchir plus sur notre réponse et pas tout de suite répondre de manière négative, donc avoir un moment de réflexion et puis répondre à l'enfant. Je dirais aussi de pouvoir peut-être, comme elle vient de dire, de réfléchir sur ce qu'on dit et peut-être même refléter sur cette possibilité que cet enfant pourrait prendre comme ça. Que parfois, moi je voulais un métier que moi je voulais faire, mon père ne le veut pas. Mais ma mère, elle me soutient, mais mon père, il a vraiment cette opinion stricte et il ne veut pas que je le fasse, mais bon, moi, je vais le faire quand même. Hein, mais... ouais, c'est impossible. Mais je dirais aussi, même si au final ils finissent par dire non, je trouve que c'est important de dire pourquoi et expliquer pourquoi ils ne veulent justement pas. Et aussi de proposer une alternative, forcément. Pour qu'au moins, donc certes c'est négatif, mais au moins il y a quand même un côté positif parce qu'ils proposent une autre alternative qui puisse aussi satisfaire. Alors, ma question à vous, quel conseil vous auriez envie de donner à d'autres jeunes pour oser, pour prendre la parole, pour s'exprimer? Moi, c'est surtout, il faut répandre en fait la confiance en soi. Donc, il faut, si une personne a fait quelque chose de bien, il faut vraiment leur dire que tu l'as bien fait, continue comme ça. Et si tu as vraiment quelque chose de négatif à dire, il faut que tu leur dises c'est une critique. Et tu pourrais travailler dessus, mais pas dire que oui, ça c'était pas bien, tu dois changer ton opinion, change ce que tu as dit, c'est pas correct. Il faut juste expliquer. Si on a dit, comme on vient de dire avant, il faut toujours expliquer son raisonnement pour que l'autre personne puisse travailler dessus, mais pas de manière complètement, comment dire, je sais pas comment dire. Abrupte ou oui, ferme, comme ça, ouais. définitive. Moi aussi, je dirais clairement de dire son opinion et de dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'au final, quand on regarde, il y a tout le monde qui a le même stress de cette peur du jugement. Donc au final, il n'y a personne qui va forcément penser quelque chose de mal parce qu'eux-mêmes, ils ont cette peur. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait beaucoup plus rassurer, parce que moi-même, quand on a abordé ce sujet en classe, moi-même, j'étais un peu étonnée parce qu'il y avait vraiment tout le monde qui avait cette peur du jugement, etc., alors que je pensais que c'était la seule. Donc au final, on se rejoint quand même sur pas mal de points. Ah, je suis contente si ça peut vous aider d'avoir pris cette conscience que vous aviez tous et que nous avons tous, nous, humains, tous, cette peur du jugement, en réalité, au fond de nous. Il y a aussi peut-être commencer à s'exprimer avec des proches, avec des personnes qu'on sait qu'ils vont pas réagir de manière agressive ou négative, et puis après élargir en fait son public. Eh bien, super. Merci à vous. J'espère que tout ce que vous avez partagé va pouvoir aussi servir d'autres jeunes que vous et que vous serez très fiers d'avoir participé à ce podcast. Merci. Merci. Ils sont merveilleux et tellement pertinents.
Aujourd'hui, nous avons abordé cette question de la parole, de la prise de parole, de l'expression. Mais ils ont tant de points forts, de créativité, d'empathie, de capacité à trouver des solutions. Oui, ils s'interrogent sur qui ils sont, comme nous l'avons tous fait et nous le faisons d'ailleurs encore. Oui, ils ont besoin d'introspection pour identifier leurs réelles aspirations, pour formuler leurs projets. Mais ils bouillonnent d'idées et ils seront de toute façon amenés à ne jamais rester sur des rails dans la vie de demain. Alors offrons-leur la possibilité d'expérimenter, de se frotter aux aspérités du monde encore et encore. Et pour cela, toute ma gratitude à Madame Chen, professeure exceptionnelle, qui œuvre pour cela au lycée Josie Bartel de Mameur au Luxembourg. Merci aux élèves, aux parents qui ont donné leur accord pour que leurs enfants participent à ce projet. J'espère du fond du cœur que cette expérience aura pu leur prouver qu'ils sont capables, dignes d'intérêt puisque vous, auditeurs, avez pris le temps de les écouter jusqu'ici. J'espère qu'ils sont fiers d'avoir osé et que cela leur donnera une impulsion et une plus grande confiance en eux. Je suis aussi certaine que dans votre entourage, il y a des jeunes, des copains, mais aussi des adultes, des enseignants, des pédagogues, des éducateurs qui seront curieux d'entendre ces ados. Alors, diffusez cet épisode à gogo. Pensez à mettre des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées pour soutenir gratuitement ce podcast. Ça m'est vraiment précieux. Rendez-vous déjà la semaine prochaine pour des éclats de voix altruistes avec le Podcaston.